Pour David, la vie de son fils était déjà toute tracée. Jeune homme brillant, sportif, à l'esprit vif et cultivé, il se lancerait à 18 ans dans de prestigieuses études. Mais le monde de David s'effondre quand il réalise que son fils a commencé à toucher à la drogue. Plus rien ne semble possible pour le sortir de sa dépendance. Le film My Beautiful Boy raconte le lien père-fils et tout ce que le premier est prêt à faire pour sauver le deuxième. Jeanne accouche de son premier enfant à 24 ans. Ce n'était pas vraiment prévu. Jeanne est jeune et au début de sa carrière professionnelle. Elle découvre alors la vie d'adulte en même temps que celle de mère. C'est une maman fusionnelle et protectrice pour un fils qu'elle sent fragile, parfois anxieux. Elle veut tout faire pour son bien-être à lui. Mais quand les enfants grandissent, les problèmes grandissent avec. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Mandy Lebourg. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez tous les détails dans la description de l'épisode. En août 2000, j'ai 23 ans. Je suis fraîchement diplômée en tant qu'infirmière et j'apprends que je suis enceinte de 5 semaines. Je suis avec mon conjoint depuis quelques années, c'est mon amour de jeunesse, mais je n'avais pas du tout prévu cette grossesse. Je vais voir dès l'après-midi même de l'annonce de la grossesse ma chef et je lui explique un petit peu ma situation. Je lui dis que j'ai peur de perdre mon boulot, ma place dans ce service. Et en fait, elle me rassure. Et moi, à ce moment-là, je vois un signe. Je me dis, en fait, cet enfant-là, je vais le garder et je vais l'accueillir comme il se doit. En avril 2001, j'accouche de Victor. J'ai 24 ans. Ce jour-là, c'est une révélation pour moi. J'avais jamais eu l'intention d'avoir un enfant, en tout cas pas si tôt. Et ce jour-là, en fait, je vois mon enfant parfait. Les premiers mois, c'est compliqué parce qu'en fait, il dort pas, il a du mal à téter et pourtant, je le garde souvent dans mes bras. Il y a vraiment un attachement fort qui se crée entre lui et moi et je me dis qu'en fait, je vais surmonter ces épreuves avec lui. C'est un enfant très jovial, très sociable. Il aime beaucoup parler avec les autres personnes, il s'intéresse beaucoup aux gens. Victor a 10 ans quand, avec son papa, on acte de se séparer. Ça fait quelques années que ça va plus dans notre couple. On a 2 enfants, parce qu'on a un deuxième enfant qui est né. Victor est celui qui ressent le plus les choses. Il est de plus en plus anxieux et notamment, il est suivi avec un psychologue qui nous explique qu'en fait, il sent que notre couple bat de l'aile et que ça le rend très anxieux. 1 an plus tard, je rencontre quelqu'un. Victor prend pas bien la chose. Souvent, il fait des réflexions. Quand on parle de famille, il lui dit « Tu n'es pas de notre famille ». Quelques mois plus tard, on décide d'habiter ensemble avec les enfants. Victor rentre au collège. C'est un enfant qui, en primaire, a eu de très bons résultats scolaires. Il continue dans cette lignée-là, mais il a vraiment besoin que l'attention de tout le monde soit fixée sur lui. Victor a des comportements inadaptés, il se lève en cours, il répond aux profs pour faire rire ses camarades. D'ailleurs, il est très populaire, il est très aimé par ses camarades. Le collège m'alarme et me dit que ça ne peut pas durer comme ça. À la maison, ça se passe plutôt mal, surtout avec son beau-père. Il supporte pas l'autorité. Chaque fois qu'on lui donne des règles à suivre, il les transgresse. J'interpelle souvent son papa pour savoir comment ça se passe avec lui. Et il me signale que ça se passe très bien chez lui pendant sa semaine de garde. Et que c'est moi qui est trop autoritaire avec Victor et que je cherche la petite bête. C'est très difficile pour moi parce que d'un côté, on me dit que je suis trop autoritaire et de l'autre, que je suis trop laxiste, que j'accepte trop de choses sous couvert que c'est Victor. Victor a toujours été un enfant différent. En tout cas, moi, je l'ai toujours perçu comme différent et c'est vrai que j'ai des limites qui sont un peu plus grandes avec lui. On décide de consulter une psychologue. On voudrait que Victor puisse poser son mal-être quelque part et on voudrait vraiment l'aider
à extérioriser tout ça. On prend conscience de pas mal de choses. Je me rends compte qu'en fait, je laisse pas la place à son beau-père dans son rôle de tuteur. Ça nous amène quand même pas mal de réponses à nos questions, surtout à nous en tant qu'adultes. Et pourtant, Victor la voit pendant 2 ans, mais on ne note aucun changement. Pendant son année de 4e, Victor est souvent retenu. Il multiplie les altercations avec les professeurs, avec le CPE. En fin d'année de 4e, je suis convoquée par le proviseur. Il me demande de déscolariser Victor et qu'il fasse son année de 3e et passe le brevet dans un autre établissement. Je lui demande pourquoi et il m'explique que les résultats scolaires de Victor sont en chute. Il pense qu'il n'aura pas son brevet en fin de 3e. Je suis assez choquée de cette décision. Je fais des recherches pour inscrire Victor dans un autre établissement et je trouve un autre établissement privé à 45 minutes de route de chez nous. C'est un établissement qui a l'habitude de ce genre d'élèves avec un effectif réduit et dont la population est généralement des enfants avec des comportements difficiles ou des enfants avec un fort potentiel mais qui viennent d'un milieu défavorisé. Cela va supposer qu'il va devoir être interne. Je suis un petit peu rebutée par cette idée, mais je n'ai pas beaucoup de choix. À sa rentrée scolaire, je suis enceinte de 6 mois et j'ai la possibilité de l'amener à la gare le lundi pour le récupérer le vendredi. C'est une période assez difficile pour moi parce que l'éloignement de Victor est difficile à vivre. Je le sens malheureux de la situation et je culpabilise, d'autant plus que j'ai l'impression d'abandonner un enfant et d'en accueillir un autre. Pendant cette année, nous continuons avec son papa la garde alternée. Cela veut dire que Victor ne venant que le week-end, je ne le vois qu'un week-end sur 2. Les lundis, quand je le dépose, il n'a pas envie de retourner dans son établissement. Il est malheureux. Il me supplie même à certains moments de ne pas monter dans le train. C'est très difficile pour moi parce que, évidemment, j'ai envie de le protéger. Il m'explique qu'il n'est pas du tout intégré dans ce nouvel établissement, qu'il n'a pas d'amis. Il est souvent seul. D'ailleurs, il me décrit une scène où il est interrogé au tableau. Il se lève pour aller au tableau et quand il se rassoit, sa trousse a disparu. Il me décrit en fait des scènes de harcèlement. Et c'est vrai que ça fait un grand contraste avec l'année précédente où il était le clown de l'école et très populaire. Un soir, on nous appelle. Victor est dans la salle de bain et on lui vole ses affaires de toilette. Il se bat avec un élève. On est très en colère contre lui parce qu'on se dit que de nouveau il fait des histoires. Mais l'éducateur en charge du réfectoire nous explique qu'en fait il ne s'est pas battu, mais plutôt on l'a battu. Je me sens très en difficulté face à la situation parce qu'en fait, évidemment que j'ai envie de déscolariser mon enfant, j'ai envie de le protéger avant tout, mais je n'ai aucune solution pour le scolariser ailleurs. C'est vraiment une période où il se sent déprimé, il n'a pas envie de retourner en cours, mais cependant, il a de bons résultats scolaires. D'ailleurs, il obtient son brevet avec mention. C'est vraiment un jour de fête pour nous. Il me supplie de ne pas le réinscrire au lycée dans ce même type d'établissement. Il me dit qu'il ne fera plus de bêtises, qu'il a compris. Il veut réintégrer le lycée de notre ville, public. J'ai de nombreuses conversations, surtout avec ma famille, qui me demande de ne pas céder encore à son bon vouloir. Mais j'ai peur pour sa santé mentale et en fait, je n'écoute personne. Et je préfère suivre mon intuition de maman qui me dicte que mon enfant est en danger là-bas. Donc,
Contre l'avis général, je préfère réinscrire Victor dans le lycée public de notre ville. Durant son année de première, l'infirmière scolaire m'appelle en me disant que Victor avait un comportement anormal et qu'elle pensait fortement qu'il avait utilisé de substances illicites, toxiques, notamment du cannabis. Elle me demande de venir le récupérer. Je suis au travail, je suis infirmière libérale. Je n'ai pas la possibilité de me faire remplacer, donc je demande à ma sœur d'aller le chercher. Quand ma sœur et mon beau-frère viennent, ils le confrontent à sa consommation. Mon beau-frère attrape son sac à dos et fouille son sac à dos. Il trouve des cigarettes et du cannabis. Donc il le confronte à cette trouvaille. Victor se défend en disant que c'est pas à lui, que c'est qu'il le garde pour quelqu'un d'autre. Il minimise tout, sa consommation, le fait qu'il ait du cannabis sur lui. Je suis en colère, je me sens trahie. Je pensais que ça allait mieux, qu'il avait de meilleurs résultats, qu'il avait une ambition forte pour le lycée et en fait qu'il nous trompe et qu'on ne s'est pas aperçu de cette consommation-là. Il me tarde qu'une chose, c'est d'avoir une conversation avec Victor. Donc le soir quand j'arrive, je le confronte directement à tout ça. Et encore une fois, il minimise beaucoup les choses. Je suis très aguerrie sur ces sujets-là. Je sais que Victor a un profil d'adolescent anxieux et je me dis que s'il a déjà une consommation de cannabis, ça va pas du tout être bon pour lui. Donc j'appelle son papa et je lui demande qu'ensemble, nous allons faire une consultation avec la maison des adolescents. On est reçu par un éducateur. Il nous explique qu'en fait, Victor avait utilisé ça comme un médicament contre son anxiété. C'était pas très alarmant. C'était juste une consommation normale d'un adolescent qui se cherchait un petit peu. Moi, ce jour-là, je me prends une grosse claque et je passe un petit peu pour la maman pas du tout cool. D'ailleurs, quand on sort de cet établissement, Victor est avec son papa et en fait, il se moque un petit peu de moi en disant que j'en fais toujours beaucoup trop et qu'en fait, c'était rien. En fait, c'était juste une simple consommation occasionnelle. En parallèle, j'en parle à des personnes autour de moi qui sont spécialisées dans la dictologie. Bien sûr, on me conforte avec mon idée qu'il faut que je sois très alerte sur sa consommation, mais que malheureusement, c'est pas moi qui vais décider pour lui de stopper sa consommation et que l'arrêt de sa consommation devait venir de lui. Je suis la police parce que je contrôle tout. Je contrôle le sac à dos, je contrôle son bureau, je contrôle tout et notre relation se détériore. Il me répond de plus en plus. Moi, petit à petit, je vois mon fils s'éloigner de moi. Ça me fait beaucoup, beaucoup de peine. J'ai vraiment l'impression que notre famille se scinde en deux, avec d'un côté mes deux autres enfants, mon mari, et de notre côté, Victor qui se sent de plus en plus persécuté par cette famille-là. Ses résultats scolaires sont dégringolades complètes. Suite à un conseil de discipline, le proviseur décide de le renvoyer du lycée. Il est déscolarisé, il est en première. Je me sens perdue parce que je ne sais pas du tout où le rescolariser. Je m'en veux de l'avoir écouté. Peut-être s'il avait été dans un lycée où il était mieux encadré, comme sa dernière année de collège, on aurait pu passer à côté de tout ça. Son comportement à la maison change, il commence à avoir des scènes de colère. Il ne supporte pas d'être frustré, donc il y a cette intolérance à la frustration qui fait que à chaque fois qu'il n'a pas ce qu'il veut, en fait, il tape sur les murs, il claque les portes, il commence à nous parler très mal. D'abord, le ton change, puis ensuite, c'est les mots qui changent avec des insultes. Un soir, il a encore perdu son chargeur de téléphone. Il veut récupérer celui de sa sœur qui ne veut pas lui donner. S'ensuit une scène où il violente sa sœur. Il lui arrache des mains et il tente de l'étrangler. Sa sœur est sous le choc et elle a de plus en plus peur de lui.
Un autre jour, il se fait des croque-monsieur en utilisant mal l'appareil, risquant de mettre le feu à la maison. Mon mari lui reproche et Victor se retourne vers lui, l'insulte et lui crache dessus. Je suis dans une incompréhension totale et je cherche des solutions à son comportement, des réponses. Donc j'en parle naturellement à notre médecin. Le médecin lui prescrit une prise de sang et un IRM cérébral. Il m'explique que parfois, à l'adolescence, il peut y avoir une augmentation du cortisol et quelques différenciations sur le cerveau qui pourraient expliquer ces colères-là. Au résultat du bilan, on s'aperçoit effectivement qu'il y a une augmentation du cortisol et l'IRM revient complètement normal. Donc on abandonne vite cette piste-là et de nouveau on reparle de l'aspect éducatif à la maison. Il demande souvent de l'argent, donc je suppose pour sa consommation de cannabis. Et bien sûr, je refuse. Et Victor devient très violent, il tape les murs, il fait même à ce moment-là des trous dans les murs. Il nous menace, il nous insulte. À plusieurs reprises, mon mari est obligé de le contenir. On ne laisse jamais aucun des enfants juste en présence de Victor. Quelque temps après, Victor me redemande de l'argent. Je ne veux pas lui en donner. Et on est dans la cuisine. Son petit frère est juste à côté. Il sort un couteau avec une grosse lame et il brandit le couteau en me menaçant. Je téléphone à mon mari, je mets en haut-parleur et je lui explique que ça va plus du tout et que en fait j'arrive plus à contrôler Victor. Notre fils, qui est petit, se réfugie dans un coin, il est terrorisé, il est tétanisé et moi je ne comprends plus rien à la situation. Mon mari m'explique qu'il va venir au plus vite. Et au moment où il arrive, Victor, qui a reposé le couteau, lui dit que c'est même pas vrai, qu'il aurait jamais rien fait, que j'avais encore une fois grossi les traits de la situation et que jamais il nous ferait du mal. Je reconnais plus mon fils. Il est paranoïaque, hein. Il pense qu'on ne l'aime pas. Il pense que je le bride dans toute sa vie. J'ai l'impression qu'il est en train de se noyer devant moi et que je n'arrive pas à le sauver. C'est vraiment un moment très difficile à vivre parce qu'en fait, je me positionne en tant que maman qui devrait le protéger et je n'arrive même plus à le protéger parce qu'en fait, je n'arrive même plus à dialoguer avec lui. En mars 2020, Victor a 19 ans. Pour le confinement, on s'est concerté et on décide qu'il vivrait chez son père. La situation chez son papa ne s'est jamais détériorée. Il semble-t-il reste correct là-bas. On se dit que confiné, ça serait pas possible à gérer, d'autant plus que je suis infirmière et que je continue à travailler, donc je suis souvent absente de la maison. À la fin du confinement, la garde alternée reprend et Victor revient à la maison. Cependant, on fixe des règles. On a eu le temps de réfléchir à la situation et on se dit qu'on va faire appel à un professionnel, c'est-à-dire à un éducateur, un style de Pascal le grand frère. On lui dit que l'on a fixé des limites et qu'on voudrait qu'il nous aide à fixer ces limites avec Victor. L'éducateur analyse la situation, il sermonne plusieurs fois Victor, mais rapidement il en vient à la conclusion qu'il faudrait extraire Victor de la famille et peut-être pendant quelque temps le mettre dans un foyer où on pourrait de nouveau établir des liens et repartir sur de meilleures bases. Victor est plutôt content de la situation parce qu'il se dit qu'il va être un peu plus libre de faire ce qu'il veut. J'accepte les préconisations de cet éducateur, mais je suis plus inquiète de la situation parce que je me dis qu'on va pouvoir moins le protéger et que peut-être qu'il va consommer un peu plus de cannabis. Moins d'1 mois après son entrée au foyer des jeunes travailleurs, je suis à mon travail et je reçois un appel d'une personne qui me dit qu'elle est maman d'une amie à Victor
Cette jeune fille s'appelle Clara et que apparemment ils ne sont qu'amis, mais Victor lui envoie des messages, l'appelle incessamment. Il lui fait même du chantage au suicide quand elle ne répond pas à ses attentes. Je suis complètement choquée de cet appel. Immédiatement après avoir accroché avec la maman de Clara, je rappelle Victor. Je lui demande des explications. Il me dit qu'il n'y a rien du tout, qu'il faut absolument pas que je m'inquiète et que ça me regardait pas. Je ne connais pas du tout cette Clara. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Bien sûr, quand elle me parle de chantage au suicide, je pense de suite à mon enfant et j'ai peur. Je me dis qu'il est tout seul dans son foyer et je m'inquiète fortement pour lui. Quelques jours plus tard, la maman de Clara m'appelle et m'explique que Victor s'est déplacé à l'appartement de sa fille et qu'il est venu agresser le petit ami de sa fille. Il a pris une truelle avec lui, qui est considérée donc comme une arme. Je reprends contact avec Victor et encore une fois, il banalise tout. Il dit qu'il avait pris la truelle pour se défendre au cas où et qu'en fait, c'est lui qui s'était fait agresser. Je me sens complètement perdue. Je sens une escalade de violence. Je le sens basculer dans des actes malveillants et je comprends pas du tout son comportement. Une semaine plus tard, je suis sur ma terrasse et je reçois à nouveau un appel de la maman de Clara. Cette fois-ci, elle me dit que mon fils s'est posté sur les réseaux sociaux avec une arme à feu et qu'elle est très très inquiète parce que, bien sûr, elle pense à toutes les menaces que Victor a fait sur sa fille Clara. Bien sûr, je m'inquiète fortement pour mon fils. Je me dis qu'en fait, cette arme-là, il n'a pas acheté pour rien. J'appelle une première fois mon fils, qui ne me répond pas. Je suis dévastée. Je me dis, ça y est, je ne peux plus le sauver. Je me pose la question de savoir qui je vais pouvoir faire intervenir. Bien sûr, je pense à une ambulance, aux pompiers, mais j'ai tellement peur qu'il utilise cette arme. Je me dis qu'il peut blesser des soignants. J'en viens donc à la conclusion que je vais appeler la police, parce que c'est la police qui gère ce genre de situation. Donc 2 agents civils se présentent à sa porte et lui demandent tout simplement s'il avait une arme avec lui. Donc bien sûr, mon fils leur répond que non, qu'il n'a pas d'arme. On m'explique que même s'il vit dans un foyer, c'est considéré comme chez lui et que sans plainte, ils ne peuvent pas intervenir. Je n'entends pas ces explications, je me dis qu'il faut absolument que j'intervienne. Je pars immédiatement au commissariat et je réexplique la situation. Je leur dis que je ne peux pas rester sans nouvelles de mon fils. Je sais qu'il a une arme. J'ai une peur viscérale qu'il passe à l'acte. Je leur dis qu'il faut qu'ils m'écoutent, que je connais mon enfant et qu'il se passe quelque chose. Après quelques minutes, on me fait rentrer dans un bureau et on m'explique qu'il faut qu'il y ait une plainte de déposer pour qu'il puisse intervenir à son domicile. Donc on appelle la maman de Clara. On explique aux policiers présents tout ce qui s'est passé auparavant, les menaces, l'agression de son petit ami. Il prend les choses au sérieux, il nous écoute et Clara va porter plainte. Suite à ça, on me dit que c'est OK, qu'ils vont intervenir au domicile de mon fils. Mais moi, en fait, je peux pas rentrer chez moi comme si de rien n'était. Je fais le pied de grue au commissariat, tel point que il se passe toute une nuit. Et au petit matin, les policiers qui sont en charge de l'affaire me disent qu'ils me promettent qu'ils vont intervenir et qu'il fallait que je rentre chez moi, que c'était pas la peine que je reste puisque tout allait se passer au domicile de mon fils. À 8h du matin, je reçois un appel. C'est la police qui m'explique qu'ils sont intervenus au domicile de mon fils. Effectivement, ils ont trouvé une arme et il est décidé de l'amener en garde à vue. Je pense que je suis la seule maman à être soulagée de cette nouvelle-là. Je me dis que ça y est, mon fils est sauvé et qu'il va être en sécurité, même si c'est à la police en garde à vue. Durant ces 24 heures de garde à vue, Victor dit à la police qu'il s'est procuré l'arme dans la rue en échange de son scooter et de sa carte bleue.
Pendant la garde à vue, un psychiatre intervient auprès de Victor parce que les policiers pensent qu'il y a un comportement inadapté et je suis fortement de cet avis. Mais le psychiatre ne note rien de spécial et dit que Victor peut rester en garde à vue, que c'est compatible avec la procédure. Je suis effarée par ce que j'entends. Pour moi, Victor a un problème psychiatrique. À la fin de sa garde à vue, il passe en comparution immédiate. Donc je suis avertie de la situation, donc je décide de l'attendre aux abords du palais de justice. Je demande à une amie qui travaille en psychiatrie de m'accompagner parce que je suis persuadée que Victor a besoin de soins psychiatriques ou au moins a besoin d'être vu par un professionnel de psychiatrie. Victor sort du tribunal avec un grand sourire. Il est très content. Il me dit « Maman, regarde, j'ai rien eu, il s'est rien passé ». Je suis consternée de le voir comme ça parce que déjà physiquement, il est pieds nus dans ses chaussures. Il est vraiment très mal habillé. Il m'explique qu'en fait, les policiers sont venus le chercher chez lui, qu'il n'a pas eu le temps de s'habiller. Je m'aperçois de suite aussi qu'il est blessé, en tout cas qu'il a des plaies au niveau des pieds. Donc physiquement, c'est très difficile de le voir comme ça. Mais en même temps, il a un comportement hyper joyeux, hyper festif. Mon amie infirmière en psychiatrie lui dit que il faudrait qu'elle jette un coup d'œil à ses plaies, peut-être soigner ses pieds parce que ça semble assez important. Elle décide de créer un climat de confiance pour pouvoir l'amener un peu plus tard à l'hôpital pour consulter un psychiatre. On arrive à l'hôpital, je me rends toute seule à l'accueil et j'explique la situation. Je me dis que c'est horrible parce que j'accompagne mon fils se faire hospitaliser contre son gré en psychiatrie. Donc il y a une entrée spécifique pour les urgences psychiatriques et il y a des infirmières présentes, mais elles semblent occupées. Ce que j'apprends, c'est qu'elles sont en train d'observer déjà la situation et elles sont déjà en train d'analyser le comportement de Victor. Victor est ensuite vu en premier par un psychiatre. L'entretien est très furtif. Très rapidement, le psychiatre s'aperçoit qu'il y a de graves troubles. On me fait rentrer dans un autre bureau et le psychiatre m'explique que mon fils est en danger de mort, qu'il faut absolument le faire hospitaliser, que j'ai bien fait de l'accompagner. Il y a 2 infirmières qui arrivent et qui me tendent des documents que je dois signer pour faire hospitaliser à la demande d'un tiers un patient contre son gré. Je pleure beaucoup, je sais ce qui va se passer, je sais que il ne va pas accepter, mais que malgré son refus, en fait, on va l'obliger. Et en fait, la personne qui va l'obliger, en fait, c'est moi. C'est le seul moyen de le mettre à l'abri. Pendant ce temps, Victor est pris en charge. On lui explique qu'on va prendre soin de lui. Il enfile une blouse de l'hôpital et on me fait venir pour lui dire au revoir. On me dit qu'il va falloir que ça soit très rapide parce qu'il va se poser des questions. Je me dirige vers la porte, je la pousse. C'est une porte où il n'y a qu'une seule poignée, une poignée à l'extérieur. Je lui dis que les infirmières vont prendre soin de lui et qu'elles me tiendront au courant. Et quand il faudrait que je vienne le récupérer, je viendrai tout de suite, évidemment. Je m'en vais et en fait, Victor m'appelle. Il me dit qu'il n'y a pas de poignée. Qu'est-ce que je fais ? En fait, c'est pas possible, elle va pas pouvoir sortir. Les infirmières me demandent d'avancer assez rapidement et pas me retourner. C'est un moment inoubliable parce que c'est très difficile d'entendre son enfant crier derrière et de devoir partir sans se retourner. Le soir même, j'appelle pour avoir des nouvelles. On m'explique que le transfert a été effectué des urgences vers l'hôpital psychiatrique. On m'explique aussi qu'il a été décidé qu'il soit dans un secteur fermé. C'est un service où il n'y a pas le droit de visite et il n'y a pas droit de sortie non accompagné. C'est un secteur qui est assez difficile
parce que généralement sont hospitalisés les cas les plus graves. On m'explique aussi qu'ils ont été obligés d'attacher mon enfant parce que, bien sûr, il n'est pas d'accord avec l'hospitalisation. Les infirmières me disent aussi qu'à ce stade-là, ils ne peuvent pas poser de diagnostic, qu'il est trop tôt. Mais au cours de la conversation, le mot schizophrène est quand même prononcé. Quand j'entends tout ça, je suis assez choquée. Il a plutôt un côté paranoïaque, mais j'ai jamais pensé qu'il puisse entendre des voix ou en tout cas avoir des signes aussi graves que les signes qui sont présents lors d'une schizophrénie. Pendant 15 jours, les familles n'ont pas le droit de voir les patients. La première fois que je revois Victor, c'est pendant une sortie autorisée dans le jardin. Et comme il y a encore des mesures dues au déconfinement, je ne peux le voir que à travers le grillage. Il y a un infirmier avec lui, il s'approche du grillage, il est habillé avec des vêtements de l'hôpital, avec une blouse et un pantalon. Il parle pas, il parle très mal, il bave, il est très sale. Il me dit qu'en fait il a du mal à manger parce qu'il il prend beaucoup de médicaments. Et c'est vrai que cette vision, c'est terrible. C'est mon enfant, il a toujours l'habitude d'être propre, bien habillé, et là, en fait, je le reconnais pas. Je me mets à pleurer à ce moment-là, et je m'étais dit que j'allais jamais pleurer devant lui. Et ce qui est surprenant, c'est que il me dit qu'il faut pas que je m'inquiète, qu'il se sent beaucoup mieux et qu'il est bien. 3 mois plus tard, en janvier 2021, il passe en service ouvert. Mais malheureusement, ça se passe très vite mal et il décide de le remettre en service fermé. C'est une période où physiquement, Victor change beaucoup. Il a pris beaucoup de poids. On m'explique qu'en fait, les médicaments font cet effet-là. Il demande aussi beaucoup de sucreries parce que en fait, il a transformé son addiction au cannabis avec cette addiction au sucre. Pendant son retour en service fermé, il se confie beaucoup à moi. Il m'explique notamment que le jour où il a acheté l'arme, il comptait vraiment mettre fin à ses jours. Il avait même planifié d'aller au bord d'un rail et de se mettre une balle dans la tête et au cas où il puisse survivre, il se serait fait écraser par un train. Donc son désir de mort était bien réel. En février 2021, Victor sort de l'hôpital. Il a beaucoup changé, on parle beaucoup, il met des mots sur ses émotions, sur ses ressentis. Il arrive à nous alerter quand quelque chose ne va pas. On reprend notre quotidien de famille tous ensemble. On redécouvre Victor tel qu'il a toujours été, dans le dialogue, empathique et proche de sa famille. Même si il est quand même diminué par ses médicaments, parce qu'il a quand même beaucoup de médicaments. Quelques mois plus tard, il nous demande à se faire réhospitaliser. Il dit qu'il est triste. Je suis très choquée de la situation. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Le psychiatre m'explique que c'est très fréquent. C'est vraiment un cycle qui revient une fois qu'on a pris des médicaments pour soigner ces troubles psychiatriques. On est un peu plus en rapport avec sa propre réalité et peut suivre des signes de dépression. En fait, avec la schizophrénie, on parle jamais de guérison, mais on parle plutôt de stabilisation. Aujourd'hui, Victor a 24 ans. Il vit seul dans un appartement. Il prend des médicaments pour soigner sa schizophrénie et il est considéré adulte handicapé. La psychiatrie est un univers complexe. C'est très aléatoire. Les signes peuvent être différents d'un patient à l'autre et les résultats aussi. Donc on vit aussi avec cette idée que Victor aura une vie qui sera peut-être pas si linéaire, qu'il y aura peut-être des rechutes. Victor exprime mieux son mal-être. Il met des mots sur ce qu'il ressent. Il sait que
L'hôpital reste un milieu sécure pour lui et il nous dit que s'il en a besoin, il pourrait retourner à l'hôpital. Tous ces moments de vie ont été un long travail sur moi parce que je pense que toute maman imagine un avenir pour son enfant. Et c'est vrai que l'avenir de Victor sera peut-être pas celui que j'avais imaginé. Il y a quelque temps, j'ai lu le poème de Khalil Gibran qui explique bien que nos enfants ne sont pas nos enfants, qu'ils appartiennent à l'avenir et que les parents sont là pour les guider au mieux. Et vraiment, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie d'être pour mon enfant. Je veux être l'arc qui le dirige au mieux dans sa vie et l'accompagner au mieux sur son chemin. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Mandy Lebourg. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production, Mona Delahaye. Prise de son, Johanna Lalonde. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.